Tonight, we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. Et donc, ces gens-là vont se regrouper autour d'un milliardaire qui s'appelle Jimmy Goldsmith, qui va financer la création d'un nouveau parti politique qui s'appelle le UKIP, le United Kingdom Independence Party, hein, dont la tête va être donnée à un obscur homme de la finance britannique, qui était un adhérent local du Parti conservateur, qui fait une lettre où il quitte le parti, en 1996, je crois, et cet homme, c'est Nigel Farage. Et Nigel Farage va être élu au parti, aux élections européennes de 99, qui est la première percée de l'UKIP. D'ailleurs, le scrutin leur est un peu plus favorable parce que c'est un scrutin proportionnel régionalisé. Donc c'est plus favorable à l'UKIP que le scrutin, je dirais, à l'anglaise pour le Parlement de Westminster. Hein. C'est le premier arrivé en tête, eh bien, à la circonscription. Et bien là, ils arrivent à percer, ils ont 2 députés en 99, et ils vont même en gagner un, Robert Helmer, qui est un député conservateur, eurosceptique, mais qui se fait expulser du groupe PPE, donc, du groupe où siègent les conservateurs à l'époque, pour avoir insulté le président allemand du Parlement européen à l'époque, Hans-Gert Pöttering. Hein, je me rappelle plus ce qu'il lui avait dit, enfin bref. Et donc, il avait dit, je crois que ses méthodes rappelaient celles de l'Allemagne hitlérienne, ou un truc comme ça, donc, ce qui est inacceptable, voyez-vous, dans ce milieu très feutré. Et Robert Helmer donc, va être le 3e député de l'UKIP au sein du Parlement européen. Et donc, en fait, la conjonction du mouvement de l'intérieur, donc à l'intérieur, je dirais, du Parti conservateur, il va y avoir en fait une sorte de conjonction entre le mouvement de l'intérieur et le mouvement de l'extérieur, qui vont pousser toutes les deux pour le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et l'UKIP, qui va grandir d'élection en élection, il passe la barre des 20% en 2014, et ces 2 groupes internes eurosceptiques au sein du Parti conservateur qui ferraillent en permanence contre la direction du parti. D'ailleurs, ils vont obtenir, on va même avoir un leader eurosceptique durant 2 ans, de 2001 à 2003, qui est Ian Duncan Smith, qui est éphémère leader du Parti conservateur, mais qui lui est ouvertement eurosceptique, mais qui va subir les assauts des autres, et donc qui vont obtenir sa tête en 2003. Eh bien, vous avez, quelqu'un qui veut prendre la tête du Parti conservateur, et qui se dit, maintenant, je ne peux plus faire comme avant, regarder les eurosceptiques comme s'ils pèsaient rien, qu'ils étaient une butte témoin de l'histoire passée, etc. C'est David Cameron. David Cameron prend le Parti conservateur avec l'aide des eurosceptiques, en leur donnant des gages, donc, durant toute cette période, en fait, de leadership. Le premier gage qu'il leur donne, alors ça peut paraître assez symbolique, mais il va décider que les députés conservateurs au Parlement européen vont quitter le PPE, donc un groupe fédéraliste, pour créer un nouveau groupe, le groupe des conservateurs et réformistes européens, le groupe ECR, avec les Polonais du PiS et un certain nombre d'autres partis, je dirais, qui sont souverainistes modérés et de droite. Et bien ça, c'est un gage qu'on va donner aux eurosceptiques du parti. Et puis, parce qu'il y a un mais, aux élections générales, aux premières élections générales qu'il remporte, eh bien, il doit faire une coalition avec les libéraux-démocrates.
et pour avoir le pouvoir en 2015, il voit que on a l'UKIP qui en 2014 a fait des scores hyper élevés, et il est à plus de 20%. Et on a de l'autre un parti travailliste, certes moribond, mais qui est déjà reconstruit, enfin qui est déjà en pleine reconstruction et qui peut prétendre à prendre le pouvoir. Et là, en plus, chez les travaillistes, on a élu un nouveau chef qui s'appelle Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn a été eurosceptique toute sa vie, jusqu'à temps qu'il prenne la tête du parti travailliste. Et donc les hommes de Cameron se disent, parce que les conférences du parti conservateur et du parti travailliste, en fait, ça se joue à quelques semaines l'une de l'autre en général. Et ils se disent, on va avoir un eurosceptique à la tête du parti travailliste. On a chez nous des eurosceptiques qui vont nous faire une guérilla parlementaire en interne, pendant 5 ans. Et en plus, l'UKIP pourrait décider, en se maintenant, nous prendre assez de voix pour faire élire les travaillistes. On a les ingrédients en fait pour que Cameron lâche le référendum. Le référendum va être donc lâché à la conférence du Parti conservateur de 2014, mais surtout en 2015, où ça devient un engagement solennel. Et en plus, le pacte va être scellé durant la conférence. En fait, le groupe de Bruges, en général, réunit ses partisans pendant la conférence du Parti conservateur, dans des salles à côté. Et ce jour-là, donc en 2015, pour la conférence du Parti conservateur, vous avez un invité surprise à la réunion du groupe de Bruges qui n'est autre que Nigel Farage. Et Bill Cash, donc, qui est le chef du groupe de Bruges, donc, qui est la personne la plus respectée au sein des groupes eurosceptiques du Parti conservateur, dit à Nigel Farage, les choses sont ce qu'elles sont, le mode de scrutin il est tel qu'il est, et nous, au sein du Parti conservateur, on a obtenu la tenue d'un référendum sur le maintien dans l'Union européenne. On a eu les assurances du leader, du Premier ministre Cameron, donc le seul moyen qu'on ait pour sortir de l'Union européenne, c'est de faire élire la plus grande majorité conservatrice possible. Et là, Nigel Farage va faire un discours assez remarquable, c'est-à-dire qu'il commence par dire à ses députés conservateurs, ça fait 40 ans que depuis 93, donc ça fait plus de 20 ans que vous n'avez pas les couilles, il le dit comme ça, you didn't have the ball, vous n'avez pas les couilles de faire passer le pays avant le parti, vous n'avez jamais fait chuter un Premier ministre conservateur sur sa politique européenne, vous ne vous êtes pas assez, vous n'avez pas pris le risque au moment de la Maastricht Rebellion de faire tomber le gouvernement, etc., etc. Et ensuite, il continue son propos, mais il dit « mais il y a un principe de réalité, effectivement, et moi j'ai pris la décision comme leader de l'UKIP que l'on ne mettra aucun candidat en face de députés ou de candidats officiellement eurosceptiques ou qui ont montré par leur vote par le passé qu'ils étaient eurosceptiques, que ce soit des candidats conservateurs ou des candidats travaillistes. » Cet accord obtenu de Nigel Farage, en fait, va faire basculer la décision définitivement du côté de Cameron, qui dit, bon, voilà, le référendum, maintenant, je ne pourrais pas y couper. Dernière chose, vous avez la même chose, donc une ou deux semaines plus tard, vous avez la conférence du Parti travailliste, où là, pareil, les pro-référendum, qui sont emmenés notamment par le syndicat des chemins de fer, le syndicat des pompiers, et une partie du syndicat de l'éducation britannique, disent, regardez, les conservateurs promettent un référendum sur l'Union européenne, Jeremy, tu as toujours été eurosceptique, maintenant, nous aussi, nous les travaillistes, on ne peut pas laisser passer, notre électorat qui, selon tous les sondages, est lui aussi eurosceptique, et même est encore plus eurosceptique que l'électorat conservateur. Si on ne veut pas que nos électeurs passent dans le camp d'en face, il faut qu'on leur donne le référendum.
Et la conférence du Parti travailliste va elle aussi décider de tenir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc en 2015, à peu près tout le monde est d'accord pour mettre en place ce référendum, hormis les libéraux démocrates et le SNP, mais qui pèsent pas, qui sont pas les deux gros partis. Et ce qu'on a, par contre, le groupe parlementaire travailliste va lui décider, de garantir l'avenir, et ils font un vote d'une motion qui dit que le Parti travailliste sera, quoi qu'il arrive, pour le maintien dans l'Union européenne, si un vote sur un référendum arrive. Alors là, terminé, la coupe, terminée. Et donc ce référendum va avoir lieu, on le sait, en juin 2016. La campagne va être très intense. On va avoir une personne qui va faire pencher la balance, c'est Boris Johnson dans cette campagne. Vous avez le front renversé, je dirais, de 1975, que je vous expliquais, c'est-à-dire que le Parti conservateur est très divisé. Vous avez autant de ministres pour le Remain, donc pour le maintien, que de ministres pour la sortie. Et vous avez la base du Parti conservateur, les associations locales du Parti conservateur sont, elles, presque toutes pour la sortie. Et vous avez le groupe parlementaire qui, aux 2/3, est pour le maintien. Donc, vous avez cette sorte ce parti qui est très très divisé entre son establishment et sa base, et au sein même de son establishment, en fait, qui est le gouvernement est lui-même coupé en deux. Au Parti travailliste, les choses sont un peu plus simples. Vous avez un leader, Jeremy Corbyn, qui a été eurosceptique toute sa vie, qui doit son siège à un eurosceptique, qui doit sa vie politique à Tony Benn, le théoricien de l'euroscepticisme au sein du Parti travailliste, et qui doit faire campagne pour le maintien. Alors, il fait campagne assez mollement, il fait 1 ou 2 meetings, mais on sent que la conviction n'y est pas. D'ailleurs, ça lui sera reproché ensuite. Et vous avez une partie des députés travaillistes, une quinzaine de députés travaillistes, qui crée un mouvement qui s'appelle Labour for Leave, et qui vont faire campagne commune avec Nigel Farage, dans une organisation qui s'appelle Grassroots Out. Et vous avez, de l'autre côté, au sein du Parti conservateur, en fait, ce qui va faire l'homme qui fait pencher la balance, je pense, entre la sortie et le maintien, c'est Boris Johnson. Et Boris Johnson, qu'est-ce qui va lui faire, choisir entre le Leave et le Remain, entre le maintien et la sortie? Premièrement, Boris Johnson, aussi loin qu'on s'en souvienne, a toujours été eurosceptique. Il a été un journaliste correspondant du Daily Telegraph, très eurosceptique. Il a été le directeur du Spectator, une revue conservatrice qui est reconnue pour être eurosceptique depuis au moins les années 50. D'ailleurs, il n'en a pas changé d'un millimètre la ligne à l'époque. Et quand il était maire de Londres, Boris Johnson, il était sur une ligne, l'Europe, ça m'enthousiasme pas, c'est là, je vais peut-être, il était plus sur une ligne, thatcherienne d'adhésion rentable à l'Europe, c'est là, on peut pas faire avec, mais on va l'aménager au maximum pour que nos intérêts soient le mieux respectés. Et au moment du référendum, en fait, ce qui lui fait pencher la balance de Boris Johnson du côté du Leave, hormis son penchant naturel eurosceptique, c'est aussi que il voit ce pauvre David Cameron qui négocie durant tout le premier semestre, 2016, un aménagement de l'adhésion de la Grande-Bretagne, vous savez, comme en 75, et qui revient avec rien. Mais voilà. Alors que Cameron avait dit « je ferai un référendum » après avoir obtenu un aménagement des conditions de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Eh bien, il fait 2 conseils européens. D'ailleurs, j'ai un souvenir, c'est que le lendemain de la 2e session du Conseil européen, on avait été réunis par
à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, et l'ambassadeur de l'époque nous réunit et nous donne les résultats en fait de la négociation, et ce qu'il nous dit, c'est que Cameron, tout ce qu'on lui a donné, c'est symbolique. Il n'y a rien dedans, et tout ce qui est consistant, c'est-à-dire par exemple le délai de carence de 3 ans pour les immigrés venant d'autres pays de l'Union européenne pour toucher les aides sociales, bon ça va être soumis à un vote du Parlement européen, et on sait que le Parlement européen votera contre ça. Donc, en fait, on lui a donné des belles paroles, on a dit que la Grande-Bretagne n'était pas concernée par l'union sans cesse plus étroite entre les membres de l'Union européenne. Ça, c'est du symbolique, ça vaut rien. On lui a donné, le délai de carence sur les allocations familiales et sur les aides sociales pour les immigrants intra-européens, mais ça on sait qu'il ne l'aura pas, parce que le Parlement européen s'y opposera. Et enfin, on lui a donné une troisième chose, je ne me rappelle plus, c'était encore un truc symbolique. Et en fait, la presse britannique va se déchaîner le lendemain en disant, en ressortant l'image de Chamberlain, je ne sais pas si vous savez, en 1938, qui revient de Munich avec son papier qu'il brandit en disant « J'ai ici une déclaration signée par Hitler et par moi-même disant que la paix est garantie en Europe ». Eh bien, vous avez les caricaturistes, tout le monde va s'en donner à cœur joie pour mettre en parallèle Cameron revenant de son Conseil européen en disant « J'ai obtenu ça » et Chamberlain revenant de Munich. Et ça imprime beaucoup dans la mémoire des Britanniques. Et en fait, Boris Johnson prend sa décision à ce moment-là. Il a senti l'humiliation des Britanniques, qui voient qu'ils soient Remainers ou Brexiteurs, qui voient qu'on n'a pas le droit de traiter le Premier ministre de Sa Majesté comme ça. Le faire venir pour ne rien lui accorder, le condamner, lui, à venir faire bonne figure en ayant obtenu rien. Et je pense que, vu la chronologie des événements, c'est l'événement qui a fait basculer Boris Johnson, en disant la Grande-Bretagne, le pays de Churchill, ne peut pas se faire traiter comme ça. Et donc, d'ailleurs, j'invite tous nos spectateurs à lire la biographie de Churchill par Boris Johnson. Il y a une version qui existe en anglais, une version en français. Mais il y a une version traduite, et voilà. Vous comprenez comment pense cet homme si vous lisez ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, revenons à nos moutons, le référendum arrive, grosse surprise, d'ailleurs, les sondages étaient contradictoires jusqu'au bout, hein. Vous en aviez qui donnaient le Leave devant, le Remain devant. D'ailleurs, c'était tellement imprévisible qu'il n'y a pas eu d'exit poll, on n'a pas fait de sondage de sortie des urnes, donc on a eu la surprise jusque tard dans la nuit, et là, on a 53-47, la sortie est votée par la majorité du peuple britannique, une majorité, pas écrasante, mais nette et sans bavure. Et quand on voit la carte, là, on a l'inverse de 1975, c'est-à-dire les Anglais qui avaient voté massivement pour rester dans la CEE sont ceux qui votent massivement pour en sortir. Hein, le Heartland, d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle le Heartland travailliste, hein, ces régions du Nord, Liverpool, Manchester, etc., Coventry, qui votent, hormis les centres-villes de Manchester et le centre-ville de Liverpool, tout le reste est Brexiteurs. Vous avez les régions, traditionnelles de l'électorat conservateur, dans le sud du pays, qui, elles, pareil, sont massivement brexiteuses, et vous avez enfin le Pays de Galles, qui a toujours été plus à gauche que le reste du Royaume-Uni, qui, lui, pareil, cette fois-ci, a été clair, net pour le Brexit. Et vous avez 3 anomalies dans cette carte, c'est le Grand Londres, métropole mondiale, etc., qui vote à 59% pour le maintien dans l'Union européenne, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Alors, le référendum s'est passé, qu'est-ce qu'on doit en faire?
Eh bien, David Cameron démissionne. Déjà, ça, c'était pas sûr. Certains pensaient qu'il pouvait se maintenir, finalement. Il avait fait campagne pour le maintien, mais en fait, il avait fait comme Harold Wilson, d'ailleurs, en 1975. Il avait envoyé, en fait, devant son chancelier de l'échiquier, Osborne, voilà, faire la campagne essentiellement, et puis, so what? Et en fait, la défaite est tellement cuisante que Cameron ne peut pas se maintenir. Certains commentateurs dans la presse britannique diront, comment dire, c'est l'opération de Suez de Cameron. Vous savez, l'opération de Suez de 1957, qui avait coûté son siège à Anthony Eden. Eh bien, là c'est pareil, hein, c'est une catastrophe complète pour lui, c'est une déroute. Et donc, il pose sa démission dans les 2 jours qui suivent.